Et si l'eau venait à nous manquer? Impensable de formuler cette question il y a à peine 10 ans. Pourtant, ce problème est devenu l'enjeu décisif de cette fin de siècle. La démographie galopante, l'industrialisation croissante et le gaspillage dans nos pays sont les principaux ennemis de l'eau. Pour lutter contre ces derniers, l'homme a deux possibilités, les restrictions ou l'exploitation de nouvelles ressources, comme le recyclage des eaux usées, le dessalement de l'eau de mer, la maîtrise du ruissellement ou les échanges entre pays. Ce sont ces méthodes qui ont permis à l'État d'Israël d'assurer sa survie. Dans l'esprit de l'Ancien Testament, Israël est la terre du miel et du lait. Voilà pourquoi l'État hébreu a axé toute son économie sur l'agriculture. Par chance, Israël dispose d'un barrage réservoir naturel assez extraordinaire, qui est le lac de Tibériade, ici le lac Kinneret, qui permet, qui se trouve justement dans la zone de pluviométrie maximale, c'est-à-dire en Galilée, et qui est un réservoir naturel considérable, puisque ses capacités permettraient de stocker en fait l'ensemble de la pluviométrie sur Israël pendant plusieurs années. Donc pendant beaucoup d'années, le développement de l'agriculture a consisté à utiliser l'eau du lac de Tibériade au moyen d'une grande conduite, une réalisation d'ailleurs assez considérable, conduite qui part du lac et qui irrigue tout le pays du nord au sud et qui a permis un développement de l'irrigation et donc de l'agriculture en Israël. Cependant, le lac n'est pas inépuisable. De plus, des sources très salines se trouvent en profondeur. Elles sont stoppées uniquement par la pression hydrostatique. Un pompage excessif abaisserait le niveau du lac et par conséquent sa pression. Le résultat serait une trop grande quantité d'eau saline libérée par ces sources dans le lac. Les capacités du lac étant donc insuffisantes, l'État hébreu s'est tourné vers le Jourdain, ce qui n'est pas sans conséquence pour la mer Morte. Le problème qui se pose au niveau de la mer Morte, c'est que, n'étant plus alimenté par les eaux du Jourdain qui sont utilisées intégralement pour les usages agricoles, et compte tenu de l'évaporation qui existe, qui est importante, plusieurs mètres par an, ce qui est considérable, eh bien, le niveau de la mer Morte, depuis quelques années, est nettement descendu, tant et si bien que la surface d'eau a considérablement diminué, surtout dans la partie sud. Et ce que les gens ne savent pas, c'est qu'aujourd'hui, il y a même deux mers mortes, puisque les deux parties, nord et sud, sont même maintenant séparées. La partie sud, moins profonde, étant en voie d'assèchement complet dans une échéance assez brève. Alors des projets, depuis une dizaine d'années, des projets ont été envisagés. Le plus avancé est un projet qui d'ailleurs a été encore récemment étudié, qui consiste à réalimenter la mer Morte à partir de l'eau de la Méditerranée au moyen d'une conduite. Ce projet est forcément très coûteux. Il a été estimé à peu près en francs actuels, enfin en somme actuelle, à 1,5 milliard de dollars, ce qui est évidemment tout à fait important et difficile à justifier économiquement. Néanmoins, le problème restera à résoudre si on veut maintenant conserver dans la région de la mer Morte les activités économiques qui existent, voire même les développer, et profiter même peut-être de l'occasion pour avoir une alimentation électrique du fait de la dénivelée qui peut exister entre la Méditerranée et la mer Morte, qui est d'environ 400 mètres. Même en utilisant les ressources pluviométriques à 100%, Israël a besoin d'autres méthodes pour combler son déficit. La plus connue est le dessalement de l'eau de mer. La plus économique, le recyclage des eaux usées. Pour le dessalement de l'eau de mer, on peut procéder de deux manières différentes, soit par évaporation-condensation dans ces cuves,
comme aux îles Vierges, soit par séparation chimique, comme ici à Eilat, où l'eau passe dans ces tubes, à l'intérieur desquels des membranes séparent l'eau du sel, comme le font les plantes. Les désavantages de ces systèmes sont le coût élevé. Chaque tube coûte plus de 10 000 $ et les rejets d'eau très salée dans la mer qui peuvent influencer la densité, les courants et les transferts d'oxygène et de gaz carbonique entre l'air et la mer, et ainsi entraîner la mort de la faune et la flore marine tout autour de la zone de rejet. En Europe, les eaux usées sont traitées et rejetées dans les rivières et les fleuves. En Israël, elles sont traitées dans des bassins d'oxydation, puis réutilisées pour l'irrigation de cultures industrielles. Cependant, il faut veiller à ce que ce processus ne soit pas trop coûteux. Le docteur Oron, spécialiste en la matière, nous parle de cette nouvelle technique. We use in Israel generally we use few methods. Généralement, en Israël, nous utilisons différentes méthodes pour faire ce que nous appelons traitement au deuxième degré. On peut faire ce traitement par bout activé, bassin d'aération, filtre d'écoulement, et ce que nous utilisons le plus, c'est la technique des bassins d'oxydation. And what we mostly use is different versions of oxidation ponds, and where we have also a lot of solar energy because oxidation ponds is based. Pour que le traitement soit efficace, nous avons besoin de beaucoup d'énergie solaire, car l'oxydation des déchets se base principalement sur cette énergie, qui est la force active qui entraîne le processus biochimique de dégradation dans le bassin. La durée du traitement que nous appelons temps de rétention varie entre 10 et 15 jours. Quant à l'infrastructure nécessaire, elle est très simple. C'est relativement peu cher, car tous les bassins sont en terre, il suffit de faire une excavation et un compactage du sol. L'imperméabilité du bassin est entretenue par les dépôts de déchets solides. Donc, pas besoin de béton et l'écoulement se fait d'un bassin à l'autre par gravité. C'est donc une méthode très économe en énergie. Il y a un autre bénéfice économique. L'eau usée, traitée, contient encore une partie des engrais qui sont nécessaires à l'agriculture. Comme ça, on peut économiser une bonne partie des engrais chimiques coûteux. De plus, comme en Afrique du Sud, l'eau usée pourrait même être utilisée pour des besoins domestiques. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Si on traite l'eau à un haut niveau, si l'on investit plus dans le traitement et si l'on prolonge le temps de rétention, par exemple 2 ou 3 mois au lieu de 10 jours, alors la qualité sera presque celle d'une eau potable. Mais il faudra quand même un minimum de désinfection. Malgré tout, ces moyens d'approvisionnement sont encore insuffisants. Alors, quelle autre solution ? Les importations. Il existe plusieurs projets proposés par la Turquie pour résoudre le problème de manque d'eau en Israël et au Moyen-Orient. Les possibilités sont d'amener l'eau soit par bateau, soit par aqueduc. Le projet d'aqueduc pour la paix, de pipeline pour la paix, est un projet qui remonte maintenant à quelques années, qui a été lancé par Turgut Özal. C'est un projet donc éminemment politique, et qui en fait a vu le jour pour 2 raisons. La première raison, c'est que la Turquie donc joue un rôle stratégique dans tous les pays du Moyen-Orient pour ce qui concerne la distribution d'eau. La Turquie est le château d'eau du Moyen-Orient. Donc ça, c'est un premier problème. Et le deuxième problème, c'est que la Turquie, avec le vaste programme d'irrigation du GAP, va priver ses voisins immédiats, et notamment la Syrie et l'Irak, d'environ 90% de leurs ressources en eau. Donc il fallait
par un autre projet, donc compenser ces pertes que vont subir ses voisins. Donc cette idée du pipeline pour la paix a été lancée donc, dans ce but-là. Alors aujourd'hui, où en est-on? La Turquie se rend compte qu'elle aura des difficultés à mettre en œuvre ce projet, qui est un projet assez grandiose, qui passe déjà par l'installation d'un pipeline, qui est une chose coûteuse, mais au travers de régions sensibles, comme le Kurdistan, comme la Syrie, comme l'Irak, comme d'autres pays du Moyen-Orient, qui ne sont pas toujours prêts à composer et à permettre à la Turquie donc de passer ce pipeline pour la paix. Alors, il semblerait que aujourd'hui, donc, un autre projet soit en cours, c'est le projet donc, de vente d'eau aux pays voisins par l'intermédiaire de barges. C'est-à-dire qu'un projet donc, vient d'être lancé qui prévoit la construction d'une prise d'eau en mer, de pompage, de refoulement, d'installation de plateformes en mer destinées à charger des bateaux et à donc, envoyer de l'eau vers Israël, vers Malte, vers la Syrie. Le principal inconvénient du projet de pipeline pour la paix est surtout sa territorialité. Le projet donc, de vente d'eau par barge me semble plus du domaine du réalisable, parce qu'il n'implique pas, il n'implique que la Turquie. Je veux dire que les unités de construction seront sur territoire turc. Les bateaux donc, viendront apponter à des plateformes, donc ils seront de différentes nationalités, également turques, mais ça ne posera pas de problème territoriaux comme pourrait poser un pipeline que l'on construirait donc, sur différents sols dans les pays voisins. Si aucune solution n'est trouvée, l'eau sera la cause du prochain conflit au Moyen-Orient. C'est sûr qu'aujourd'hui, l'eau revêt un caractère de première importance, peut-être aussi important que le pétrole. Israël a la chance d'avoir des scientifiques de haut niveau qui lui permettront toujours d'avoir suffisamment d'eau. Cela n'empêche pourtant pas ces mêmes chercheurs d'essayer de trouver des solutions pour l'Afrique avec leur terrain d'expérimentation grandeur nature dans le désert du Negev. À Sde-Boker, au sud de Beersheva, se trouve l'Institut de recherche sur le désert. C'est ici que les spécialistes font fleurir le désert selon l'adage bien connu. The area in which we live here has a very low rainfall. La région où nous nous trouvons reçoit très peu de pluie, 80 à 90 mm par an. Cependant, dans les temps anciens, plus exactement il y a 2000 ans, une civilisation a pu s'établir et vivre ici. La question que nous nous sommes posée il y a 30 ans était « Comment est-il possible de cultiver la terre et de produire des fruits et légumes avec si peu d'eau ?» Nous avons répondu à cette question grâce à la caractéristique très particulière de ce sol. Dans cette région, lorsqu'il pleut, la force des gouttes qui tombent tasse le sol et le rend imperméable. Au bout d'un certain temps, l'eau ne s'infiltre plus et ruisselle. Comme la région est vaste, il suffit de concentrer cette eau dans les vallées et c'est exactement ce que les Nabatéens faisaient il y a 2000 ans. And is not absorbed by the soil. Now, if we have got a large enough area from where the water flows off, we can concentrate a lot of this runoff water. And that is what the ancient Nabatean did. Les caractéristiques de ce sol sont les mêmes qu'au Burkina Faso, où le ruissellement est une véritable catastrophe, entraînant la dégradation des sols. Cette dégradation se traduit par plusieurs types d'érosion, dont l'érosion par l'écoulement des eaux en temps de pluie, de fortes pluies, mais aussi l'érosion éolienne. Mais l'érosion en temps de forte pluie est accentuée non seulement en raison de la faiblesse de la répartition, de la bonne répartition de la pluie dans le temps et dans l'espace, mais également à cause de notre relief qui ne présente
généralement des pentes assez fortes. Ce qui, en Afrique, est une calamité, devient une bénédiction pour le docteur Berliner, pour autant que le ruissellement soit maîtrisé. Definitely yes. The runoff agriculture is Définitivement oui. Le ruissellement et son agriculture est un type de culture qui ne demande pratiquement aucune infrastructure. Pas besoin de pompes coûteuses ni de conduites pour l'irrigation. La seule chose nécessaire, c'est la construction de petits barrages et de digues, là où l'eau va ruisseler. Cette technique est intéressante pour les pays du tiers-monde, là où la technologie indigène ne permet pas d'entretenir des équipements sophistiqués. De plus, l'agriculture traditionnelle n'arrive plus à satisfaire les besoins sans cesse grandissants de ces pays. Mais avec cette eau, que faire pousser en Afrique? Nous avons regardé la carte de l'Afrique et plus spécialement la zone sud du Sahel qui souffre de désertification. Ses conséquences sont un manque grandissant de fourrage et de bois pour le feu. Nous avons donc pensé utiliser l'eau de ruissellement pour faire pousser des arbres. Ainsi, on pourrait produire du fourrage avec les feuilles et du combustible avec les branches et le tronc. And these trees could be used, their leaves as fodder, and their branches and stems as firewood. Up to now, our trials showed that after 3 years of growth, actuellement, un arbre de 3 ans nous donne 25 tonnes de matière sèche, la moitié comme fourrage et le reste comme bois pour le feu. C'est un chiffre tout à fait raisonnable. Quite a reasonable number. What we are doing at the same time is nous essayons aussi de faire pousser des cultures entre les troncs des arbres. En d'autres mots, il ne faut pas laisser une seule goutte de cette eau que nous avons collectée difficilement s'en aller dans l'atmosphère sans qu'elle ne nous ait apporté un quelconque bénéfice. Collected at such a great cost, go to the atmosphere without bringing us some benefit. Ce qui ne résout pas le problème de la nourriture. La spiruline, une algue qui a l'avantage de croître dans n'importe quel type d'eau, apporte un nouvel espoir pour résoudre le problème. Spirulina is an algae, a type of an algae species. La spiruline est une algue, un type d'algue très spécial. Le nom indique bien la sorte de spirale qu'elle décrit. Elle contient une grande quantité de protéines et peut être utilisée comme aliment, soit pour l'homme, soit pour les animaux. Cela dépend bien sûr de l'environnement où elle se développe. Si elle pousse en eau potable, elle est utilisable directement par les hommes. Si elle grandit dans des eaux usées, alors il faut la donner aux animaux. To use it for animal feed. Malgré tout, le problème en Afrique reste celui de l'eau potable. Disons que notre pays est à 94% rural et compte tenu de la nature géologique de notre sol et de la structure hydrogéologique de notre sol, un effort important est mis dans le cadre de l'approvisionnement en eau des populations rurales à l'hydraulique villageoise. Et à ce niveau, des efforts importants sont accomplis pour donner à chaque village un point d'eau. Il y a sur l'ensemble du pays environ 7000 villages et aujourd'hui chaque village a un point d'eau. Hélas, pour ces pays en voie de développement, les moyens financiers ne sont pas ceux d'Israël. Notre pays est un pays en développement. Les moyens financiers sont modestes. Mais pour vous donner une idée, sur un budget annuel d'environ 100 milliards de francs CFA, 25 milliards, soit un quart du budget, s'en vont à la mobilisation des ressources en eau et à la restauration des sols. Et sans compter l'aide
la coopération bilatérale et multilatérale avec les pays amis, notamment la France, la Suisse, les Pays-Bas, la Belgique, etc., qui contribuent énormément à la mise en œuvre de notre politique nationale de l'eau et à notre lutte quotidienne pour relever ces calamités naturelles. À travers toutes ces interviews, transparaît un certain optimisme. Mais il faudra mener une action à tous les niveaux que nous venons d'évoquer afin que l'eau ne vienne pas à manquer.